Début 1959. Les combats se succédèrent à un rythme très accéléré. Nous passions facilement 5 à 6 jours en opération, suivis de 2 journées de repos. Puis nous repartions de nouveau. Et cela dura pendant 2 mois. Le mois de mars, nous le passâmes presque entièrement dans les montagnes, installés dans les Aurès, parcourant plusieurs centaines de kilomètres. Et cette opération de grande envergure devait permettre la capture du légendaire combattant Amirouche et de sa wilaya 3. Très connu, même parmi les tirailleurs, sa réputation était telle que l'on parlait de lui hors de son principal secteur, la Grande Kabylie. Sa résistance fut marquée par des purges sanglantes où disparurent plusieurs centaines d'innocents. Mais malgré ses excès, il laissa dans la population, et même parmi les militaires, le souvenir d'un combattant légendaire de par son courage et son audace. Pendant ces 18 jours interminables, ces 18 jours de mouvement d'action de la frontière saharienne aux Aurès, des Aurès en Grande Kabylie, un seul nom courait sur toutes les lèvres, celui d'Amirouche. Nous croisions d'autres régiments sans cesse. Parvenus en Kabylie aux alentours de 10 mars, nous restâmes sur place, une semaine pendant laquelle le changement de climat, la fatigue et le manque de sommeil se firent cruellement sentir. Si on trouvait de la neige dans les Aurès, la chaleur régnait dans le Sahara. Et en Kabylie, la pluie tomba sans arrêt toute la semaine. Après les multiples accrochages des 2 premiers secteurs, nous rencontrâmes en Kabylie dès le premier jour une puissante bande rebelle. La résistance céda en fin de matinée et nous apprîmes des prisonniers que celui qu'on cherchait patrouillait dans le secteur. Alors, à plusieurs reprises, nous ramassâmes un cadavre défiguré que nous présentions à la population des Douars en leur disant que c'en était fini d'Amirouche, qu'il était mort, qu'elle le voyait devant elle. On les obligeait à chaque fois à crier « Vive la France ! À bas Amirouche !» Cette tactique n'était pas seulement le fait de mon régiment. D'autres l'ont pratiquée afin de saper le moral de la population, que la disparition d'un tel héros plongeait dans le désespoir. La mort du vieux renard fut très mystérieuse. Amirouche ayant eu le même destin ou presque chez Guevara. Son décès fut annoncé à plusieurs reprises, à des dates différentes, et cela dans les milieux officiels français. Chaque régiment revendiquait sa mort, qui survint probablement en Kabylie entre le 10 et le 20 mars. Sa wilaya, fort bien armée et commandée à tous les échelons, posa de sérieux problèmes à l'armée française, lui occasionnant de nombreuses pertes en hommes et en matériel, avant d'être disloquée et totalement désorganisée. Personne ne croyait à la disparition d'Amirouche. Il demeurait présent dans l'esprit de chacun. Personne ne put oublier cet homme d'exception, dont le corps disparut dans une tempête de neige et de pluie, et qui sut imposer sa personnalité à la révolution algérienne, dont il était un des rares grands chefs morts au combat. Je ne puis donner de nombreux détails sur sa mort, diverses hypothèses ayant été émises. Sa disparition fut un coup dur pour l'organisation révolutionnaire. Comment pouvait-on remplacer un tel personnage, aussi incontesté et possédant tant d'influence sur le peuple? Les gens se ralliaient à lui parce qu'il était Amirouche et qu'il considérait comme un honneur de se battre sous ses ordres.
Aussi sa disparition provoqua-t-elle des désertions massives parmi les Fels. Les gens combattaient pour lui et non pour la Révolution. Si j'étais superstitieux, je prétendrais que le mauvais temps qui régnait alors en Grande Kabylie, neige et pluie battante des heures entières, laissait présager sa mort. Dès l'arrêt de la pluie, la brume envahissait tout et on n'y voyait plus à 20 mètres. Les civils ne croyaient guère à sa mort, tant on leur avait raconté de mensonges. J'interrogeais parfois les gens, dans les années 60-61, et leur demandais ce qu'était devenu Amirouche. Ils me répondaient qu'il vivait ou bien dans le Maquis ou bien en Tunisie, et si j'insistais en leur apprenant sa mort, ils me rétorquaient aussitôt: un homme comme lui est immortel, qui pourrait le tuer? Sa renommée s'étendait dans toute l'Algérie, mais surtout en Kabylie, son pays natal. Certains même le dépeignaient comme le prophète, en tout cas comme un exemple pour tous, et chacun souhaitait voir ou approcher l'homme invisible au destin exceptionnel. Dans la compagnie, nous étions 4 garçons du même village, dont 2 incarcérés peu de temps après moi. L'un, âgé de 17 ans, se trouvait près d'un dépôt d'ordures lorsqu'un camion militaire sauta sur une mine. Aussitôt arrêté et emmené à la caserne, il y subit d'affreuses tortures. Après quelques mois d'emprisonnement, il travaillait à la cuisine, troupe, et s'engagea 1 an plus tard. Le second fut arrêté le jour de l'embuscade dans laquelle le lieutenant trouva la mort. Traité comme le premier, il fit par la suite la plonge aux messes. Le troisième, lui, était un phénomène d'exception, et on le surnomma même, le dernier temps, Amirouche. J'appris son évasion le jour de mon arrestation. Il fut arrêté une première fois à l'âge de 20 ans, en février 58. On lui infligea des tortures d'une violence extrême, mais il réussit à s'enfuir le 3 mars et fut accueilli en héros par les Fels qui lui faisaient confiance et le chargeaient de transmettre des messages au douar. 3 mois plus tard, on l'arrêtait de nouveau. On le tortura encore. Et cette fois-là, j'étais présent. Il souffrait terriblement sans rien dire. Il s'évada de nouveau, fut repris et finalement passa 2 ans alternativement prisonnier et chez les Fels. Il réussit à s'échapper 5 fois et même sous la torture, il nous affirmait: dès que je trouverai le moyen de m'échapper, je le ferai. C'est un garçon intelligent, instruit, issu d'une famille riche. Je le connaissais particulièrement car j'étais avec lui à l'école arabe. En peu de temps, il fut connu de toute la compagnie, et le hasard voulut que, après chaque évasion, ce soit notre compagnie qui leur apprenne. On le torturait même plus par la suite. L'adjudant chargé de ce travail se décourageait, sachant qu'il n'en pourrait rien tirer. Après chaque torture, il recevait quelques coups et on l'envoyait travailler à la cuisine. Plusieurs centaines de personnes accomplirent bien moins d'exploits que lui et pourtant furent tuées. Mais lui avait une tête sympathique et le destin voulut qu'il mène une telle vie. Après sa 5e évasion, les Fels, à leur tour, l'emprisonnèrent car ils commençaient à se méfier de lui et se demandaient si les Français ne le relâchaient pas volontairement afin qu'ils puissent les renseigner. Il s'apprêtait à le fusiller lorsqu'il réussit une nouvelle fois à s'enfuir, mais dès lors, il fut traqué par les 2 camps. Il me raconta ensuite son aventure. Il vivait dans la montagne, dormant dans une cachette qu'il s'était lui-même fabriquée. La nuit, il descendait dans le douar voler de la nourriture, légumes ou fruits. Parfois même, il dérobait un poulet qu'il mangeait tout cru. Craignant d'allumer un feu,
et d'être ainsi repéré. Il vécut près de 6 mois sans un contact humain, et lorsque pour la dernière fois nous le capturâmes, il était découragé et dit à l'adjudant-chef: « Terminé, je ne m'évaderai plus, donnez-moi un travail, je reste avec vous. » Ceci se passait dans les années 60. Dégoûté de l'aventure, il reprit sa place à la cuisine. Et comme l'adjudant-chef savait qu'il était un homme de parole, toujours franc, il lui en confia la responsabilité. De plus, il parlait le français couramment et rendit ainsi d'immenses services à la compagnie. Depuis sa survie solitaire, il était devenu renfermé par les peu. Le choc moral qu'il avait subi avait profondément modifié son comportement. Peu à peu, il était devenu une figure dans la compagnie. En 1961, alors qu'il remplissait un jerrycan d'essence près d'un réchaud allumé, le récipient se renversa sur lui. Tout arrosé d'essence, il s'enflamma aussitôt. Il sortit de la cuisine en hurlant « Au feu !» et se jeta à terre. Les tirailleurs, au lieu de le rouler dans une couverture et d'éteindre les flammes lui brûlant le corps, lui tapèrent dessus à coups de pied. Enfin, l'un d'eux enleva sa veste et réussit à le sauver. Brûlé au visage, aux bras et sur tout le corps, il gémissait de douleur, à la fois à cause des brûlures et des coups de rangers malheureux que lui avaient assénés les tirailleurs pour lui porter secours. Il fut transporté aussitôt par hélicoptère dans un hôpital, et nous ne le revîmes jamais. Ces 2 années d'aventure et de douleur créèrent dans la compagnie une légende autour de lui, et bientôt on l'appela familièrement Amirouche. Par son courage, sa franchise, sa résistance physique, il avait su conquérir l'estime de tous, malgré sa condition de prisonnier. J'appris plus tard que ses souffrances et ses tortures l'avaient rendu fou. Je n'ai jamais vu, en 4 années de guerre, quelqu'un supporter autant de sévices avec un courage aussi infaillible. Il souffrait en silence et sans faire de mal à personne. Les derniers temps, il détestait beaucoup plus les Fels que les Français. Je n'aurais jamais pensé que ces salopards me réservaient un tel sort. Après tant de tortures, je n'ai jamais dénoncé personne, et la récompense qu'ils m'avaient réservée, c'était une condamnation à mort, me confia-t-il. Il me faisait assez souvent des confidences, car j'avais été son camarade d'école. Il avait admis que les Français le torturent, l'emprisonnent. Après tout, il était leur ennemi. Mais il n'avait pu supporter d'être condamné par les Fels. Je ne sais plus qui je suis. Je suis prisonnier des Français et condamné à mort par les Fels. Que faut-il faire pour me tirer de ce mauvais pas que le destin m'a réservé ?